droit n'est pas insensible également à la question du paysage, et pas seulement à travers le prisme de la protection du paysage. On peut avoir une prise en compte du paysage par le droit dans d'autres champs. Et donc, parmi ces champs, par exemple, j'ai essayé de démontrer que fin 19e, le paysage était aussi une question identitaire. Il y a la célèbre phrase de John Ruskin qui nous dit que le paysage est le visage aimé de la patrie, et ça décrit donc une intention. Et cette intention d'ordre politique, elle n'est pas neutre, ce point de vue-là, c'est-à-dire que le droit va être mobilisé pour la mettre en forme et pour en faire le levier d'une politique publique. Et parmi ces politiques publiques, on observe qu'on a adopté dès 1906 une première loi sur les paysages, et que le développement d'un sentiment patriotique à l'époque n'était pas absent de l'intention qui commandait l'adoption de la loi. On voit à travers les travaux parlementaires que c'était clairement le sillon qui était envisagé, à savoir développer un sentiment d'appartenance à un pays à travers la protection des sites et des paysages. Et puis la question du paysage, elle apparaît aussi très tôt dans les premiers congrès internationaux. On cite souvent le congrès des architectes, des monuments historiques qui s'est tenu à Athènes en 1931, donc des congrès de professionnels. Mais ce qu'on ignore plus souvent, c'est qu'en 1909 s'est tenu le premier congrès consacré au paysage, où tous les théoriciens du paysage étaient présents, tous les forestiers également, puisque la forêt était perçue comme une composante essentielle du paysage, étaient présents. Ces congrès sont l'occasion de forger une doctrine qui, elle, va infuser au niveau international. On va avoir les premières créations de parcs, notamment en Afrique, parce que c'est une politique qui est conduite par les puissances coloniales à l'époque, avec la première convention africaine en 1933, et il est très clairement question de protéger les paysages parce que ces paysages contiennent une faune et une flore remarquables. Dans ces années-là, on associe la question de la protection d'une diversité naturelle à la protection des paysages. En parallèle, apparaît une autre doctrine dans cette même période des années 30 qui met en scène le paysage comme étant le produit d'une action de l'homme. Et donc la notion de paysage culturel, qui est théorisée par Karl Sauer, va inspirer aujourd'hui encore l'UNESCO dans sa politique en matière de paysage culturel. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là que j'ai essayé de ramasser pour montrer qu'il y a différentes doctrines, il y a différents courants de pensée en matière de paysage qui vont inspirer à la fois la formation d'un droit international et des législations nationales qui vont être dédiées à la protection des paysages. Aujourd'hui, on fait le plus souvent référence à la Convention du patrimoine mondial de 1972 qui promeut l'idée d'un patrimoine à dimension universelle, un patrimoine commun, et les paysages sont partie intégrante de cette politique internationale développée par l'UNESCO. Puisque la Convention 72 a été élargie à la question des paysages culturels en 1992, cela pose aussi une question sur la capacité que certains États ou que certaines cultures ont à traduire les concepts diffusés par l'UNESCO, et notamment celui de paysage culturel. Comment traduit-on le paysage culturel dans d'autres langues, dans d'autres cultures? Voilà. Donc on a bien une norme juridique, un concept juridique qui est porté par une convention internationale, et comment ce concept-là peut produire des effets, peut être reconnu, approprié par des populations locales qui, elles, ne parlent ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol, les trois langues principales, les trois langues véhiculaires, idiomatiques de l'UNESCO. Et donc on voit que dans certaines cultures, prenons un exemple qui est l'exemple indonésien, il y a eu une réinterprétation de la notion de paysage culturel à travers un terme qui est le terme saujana, qui permet, dans la culture indonésienne, de se réapproprier la langue idiomatique internationale et de la réélaborer au niveau local. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui montrent qu'on a une métamorphose progressive de la notion de paysage, et sa captation par le droit obéit à des ressorts à la fois identitaires, politiques, mais également de promotion d'une culture locale éventuellement. Je ne pense pas que l'on s'achemine vers une espèce de normalisation ou d'unification, on va dire, de la question paysagère, mais plutôt vers une reconnaissance de la diversité des acceptions des paysages en fonction des cultures.